Pourquoi y a-t-il tant d'avions de chasse chinois qui infestent le ciel de Taïwan? Pourquoi ne peut-on pas abattre ces avions chinois? Ça aurait forcément des conséquences graves. Mais j'ai quand même l'impression que l'île est constamment maintenue à terre. Pourquoi devons-nous subir ça? Je ne pense pas qu'on puisse me forcer à être chinois. J'ai grandi et j'ai toujours vécu ici. Et je m'identifie comme taïwanais. Chez moi, c'est Taïwan. À Pékin, le 16 octobre 2022. Dans le Palais du Peuple, place Tiananmen, c'est l'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois. Sous les applaudissements, le président Xi Jinping entre en scène. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺 Forcer Taïwan à revenir dans le giron chinois coûte que coûte. Jamais Xi Jinping n'avait formulé aussi clairement son plan pour les 23 millions de Taïwanais. Posé sur le tropique du Cancer, juste en face des côtes chinoises, Taïwan. Une île à peine plus grande que la Belgique, à seulement 160 km de la Chine, annoncée comme le prochain point chaud de la planète. L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait donner des idées à Xi Jinping. Car la Chine revendique la propriété de l'île. Pourtant, c'est un monde qui les sépare. À Taïwan s'est développée une société moderne, où l'on vit librement, où l'on peut manifester. Ciment de la société taïwanaise, c'est justement cette identité que la Chine veut maintenant interdire. Elle qui, sous le règne de Xi Jinping, a glissé depuis 2012 vers la surveillance de masse et l'autoritarisme. Pékin semble aujourd'hui prêt à tout pour récupérer l'île rebelle. Et la perspective d'une guerre avec la deuxième puissance mondiale menace Taïwan. Dans ce contexte, l'exercice annuel de préparation à un raid aérien de l'armée chinoise semble moins anodin qu'à l'habitude. Dans les rues de Taipei, la capitale, le temps paraît suspendu. Même si la guerre n'est pas encore là, l'affrontement, lui, est déjà à l'œuvre. Au niveau diplomatique, la Chine tente de faire disparaître Taïwan de la carte. À la moindre occasion, la Chine nous tyrannise. Et souvent, le monde ferme les yeux. Pourtant, nous sommes toujours là. Grâce à sa production de semi-conducteurs, Taïwan joue un rôle central dans l'économie mondiale. Et la menace d'une pénurie fait trembler la communauté internationale. Attaquer Taïwan créerait une crise économique planétaire, sans doute bien plus grave que celle créée par la guerre en Ukraine. Dans ce face-à-face inégal, Taïwan bénéficie du soutien appuyé de ses alliés. Si ce miracle moderne qui a tant réussi avec si peu de ressources venait à disparaître, simplement parce que quelqu'un déclare que ça fait partie de la Chine, ce serait épouvantable. Au cœur d'une bataille entre superpuissances mondiales, Taïwan tente d'exister. Mais l'identité qu'elle s'est forgée, au prix d'une histoire douloureuse, est aujourd'hui en péril.
Alors que la communauté internationale a les yeux rivés sur l'Ukraine, l'année 2022 a placé l'île au bord d'un précipice. Ce détroit est devenu le théâtre de tensions permanentes. La Chine fait régulièrement voler des avions de chasse de plus en plus proches des côtes taïwanaises. Une stratégie de harcèlement, documentée par d'anciens militaires taïwanais qui captent les fréquences de communication de l'armée. Au milieu du détroit, une ligne de démarcation sert de frontière non officielle entre Taïwan et la Chine. Mais en 2022, elle a été franchie par plus de 600 avions chinois. Un nombre record de provocations. La Chine assume et met en scène sa puissance militaire en faisant témoigner les pilotes à la télévision. 在空中务实军力俯瞰宝岛台湾的海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生，维护祖国领土完整的决心更加坚定。 Ces tensions répétées inquiètent les Taïwanais. Aujourd'hui, à la retraite, l'amiral Lee Chi-min est l'un des experts militaires les plus écoutés à Taïwan. Il alerte du danger imminent qui plane sur l'île, l'invasion chinoise. La guerre peut arriver n'importe quand, vous savez. Poutine a surpris le monde entier parce que personne n'avait imaginé une invasion d'une telle ampleur. Mais il l'a fait, malgré tout. Il ne faut jamais dire jamais. L'amiral Lee Chi-min a passé 42 ans dans l'armée. À la fin de sa carrière, la présidente taïwanaise le nomme chef d'état-major. C'est à ce poste qu'il a été chargé d'élaborer la stratégie de défense de Taïwan, face à une armée devenue l'une des plus puissantes au monde. Depuis des années, l'amiral signale le risque posé par le projet hégémonique poursuivi par le président chinois, qui prévoit l'annexion de Taïwan. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, Pékin mentionne le rêve chinois. Un des objectifs du rêve chinois est la renaissance nationale. Pour cela, les Chinois doivent absolument procéder à la réunification. Et cela crée une situation particulièrement dangereuse pour Taïwan. Dans sa quête de puissance sur la scène internationale, Xi Jinping mise sur l'armée. Depuis son arrivée au pouvoir, les dépenses militaires ont doublé, pour atteindre en 2022 plus de 200 milliards de dollars. La Chine possède maintenant la plus grande flotte au monde, avec 350 navires de combat. C'est même plus que les 290 navires américains. D'un point de vue militaire, je pense que nous ne devrions pas essayer de garder le contrôle du détroit. Pour Taïwan, la question n'est plus là. Taïwan, forcé de s'adapter devant l'arsenal militaire chinois vertigineux et une stratégie de plus en plus agressive. Car la Chine prend progressivement position, en construisant des bases dans la région. Quand je suis rentré à Taïwan en 2013, la Chine commençait à construire des îles artificielles dans la mer de Chine. 10 ans plus tard, on voit qu'elle y a placé son armée. Et on voit comment elle change le statu quo, île par île, port après port. C'est cette menace à laquelle on doit faire face. Ancien banquier d'affaires, revenu à Taïwan pour s'engager dans les forces spéciales, Enoch Wu
est devenue une voix incontournable sur les questions de sécurité nationale. En 2022, le prestigieux magazine américain Time l'a même nommée parmi les 100 jeunes personnalités à suivre dans le monde. Aujourd'hui, Enoch multiplie les rencontres avec les jeunes Taïwanais pour éveiller leur intérêt aux questions de défense. On sait que la Chine, c'est 60 fois notre population. Le budget militaire chinois, c'est 20 fois le nôtre. Ils ont 10 à 12 fois plus de soldats. On sait tout ça. L'armée chinoise a continué à moderniser ses équipements pour montrer qu'elle a aujourd'hui la capacité d'envahir Taïwan, si Taïwan ne capitule pas politiquement. Ladies and gentlemen, the president has arrived. Pour l'instant, Taïwan semble prête à tenir tête à la Chine. Présidente depuis 2016, Tsai Ing-wen est devenue l'incarnation de la résistance taïwanaise. Comme lorsqu'elle prend la parole en octobre 2022, au plus fort des tensions avec son voisin. 中华民国台湾已经成为世界民主自由的重要象征，国际社会非常清楚，维护台湾的安全就是维护区域稳定跟民主价值。一旦台湾的民主自由被摧毁，将是世界民主阵营的重大的挫败。 Un discours pour mobiliser la communauté internationale. Que pèsent ces mots face à la Chine, deuxième armée du monde? Le risque d'une attaque militaire n'a jamais été aussi concret et inquiète les spécialistes. Et si nous n'agissons pas maintenant pour les dissuader, personne ne peut être sûr que Taïwan ne deviendra pas la prochaine Ukraine. Il y a urgence. La pression est très forte. Et il ne s'agit pas de paroles en l'air. Si nous ne faisons rien maintenant, bientôt, il sera trop tard. Ce sentiment d'urgence est de plus en plus partagé. Un sondage réalisé à l'été 2022 révèle que près de 3/4 des Taïwanais se disent prêts à défendre leur île. Yu Han fait partie de cette population qui souhaite s'engager pour Taïwan. Tous les week-ends, le jeune Taïwanais de 24 ans rentre voir ses parents et sa sœur jumelle dans la banlieue de Taipei. Yu Han vient de terminer son service militaire. 4 mois obligatoires dans une caserne sur la côte ouest de l'île, qui n'ont pas été suffisants pour le préparer à une attaque chinoise. 但是我觉得阿兵哥的制度是一定要拉到义务役，一定要拉到1年，不然4个月真的太少了。就是很像还没有各方面武器使用都还没有熟悉就退伍了。是啊，你看像他2年，我当2年顶多就征召了1-2天。对啊，像我们退伍30-40年，我还很清楚，对不对？一些细节我们都很清楚啊。而且好像教招变多。En décembre 2022, le gouvernement a annoncé la prolongation du service militaire à 1 an. Une mesure dictée par l'augmentation de l'activité de l'armée chinoise. Comme dans de nombreuses familles taïwanaises, ici aussi, 2 générations qui n'arrivent pas à s'accorder sur le risque posé par la Chine. 就我们的世代应该还不会到被他们给收回去的地步。很难说。很难说像香港吗？在香港毫无预警。 Pour les jeunes, le spectre de Hong Kong est dans toutes les têtes. 然后那时候香港朋友还是问我说：“你觉得我现在移民去台湾好不好？”我就说不要吧。然后我真的有香港朋友移民去英国，因为他们的政策问题。他们去英国。 Hong Kong, brutalement mis au pas. En 2019, les étudiants descendent dans la rue. Ils protestent contre des lois qui font perdre à l'ancienne colonie britannique son autonomie vis-à-vis de Pékin.
La répression violente, filmée en direct, marque les esprits. Aujourd'hui, Hong Kong est complètement soumise à la Chine. La jeune génération taïwanaise y voit une prémonition. J'ai vu les images de la police anti-émeute qui attaquait les Hongkongais descendus dans la rue. Ça m'a rendu très triste. Ce dessin vient du symbole à la mode à l'époque. C'est un visage avec un œil couvert pour symboliser ces gens qui font semblant de ne rien voir. J'ai écrit « despotique » avec des étoiles qui représentent le drapeau de la Chine pour symboliser la violence de la Chine envers son peuple. À Taïwan, tout semble pouvoir basculer, à tout moment. Maintenue dans l'expectative, la population apprend à composer, à exister dans les interstices que lui laisse la pression exercée par le gouvernement communiste à Pékin. En interne, comme sur la scène internationale. Car depuis des années, la Chine met tout en œuvre pour limiter la reconnaissance officielle de Taïwan. La situation diplomatique de Taïwan est une situation qu'aucun autre pays ne peut nous envier. Nous ne sommes pas reconnus diplomatiquement. Deux pays se reconnaissent diplomatiquement s'ils ouvrent des ambassades, s'ils envoient des ambassadeurs, s'ils négocient sur la base d'un statut officiel. Mais aujourd'hui, seulement 14 pays reconnaissent Taïwan. Des atolls du Pacifique, des îles des Caraïbes, 4 républiques d'Amérique latine, l'Eswatini, le Vatican. Contrairement à beaucoup d'autres pays, petits ou grands, nous ne sommes pas membres de l'ONU. Nous n'avons aucun rôle officiel depuis que Taïwan a été exclu de l'ONU. Depuis, nous ne sommes membres d'aucune organisation internationale, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMC ou Interpol. La possibilité pour Taïwan de participer aux organisations internationales s'est réduite considérablement. Nous sommes arrivés à un point où toute personne qui possède un passeport taïwanais, même un membre de la presse ou un simple citoyen, ne peut pas entrer dans un bâtiment de l'ONU ou d'une de ses agences. Une île dans les limbes de la géopolitique mondiale. Elle occupait pourtant une place tout officielle il y a des années. En 1949, le président chinois Chiang Kai-shek perd la guerre civile qui l'oppose à l'armée communiste de Mao. Il se réfugie à Taïwan, une province de la République de Chine. En face, la Chine continentale passe sous le régime communiste et prend le nom officiel de République populaire de Chine. Face à face, deux Chines qui refusent de se reconnaître réciproquement. Mais pour le monde entier, c'est Chiang Kai-shek qui représente toujours la Chine unique. Taïwan siège même à l'ONU. Le statut de l'île est bouleversé en 1971. Les membres des Nations Unies votent une résolution pour officialiser l'existence de la Chine communiste, devenue incontournable sur la scène internationale. Yes, United Kingdom. Yes, United Tanzania. À 76 voix contre 35, la proposition est adoptée. Mise au banc des instances internationales, Taïwan doit céder son siège à la Chine. Depuis, l'île lutte difficilement pour récupérer une place officielle dans le concert des nations.
Nous nous efforçons au maximum de parler avec tous les pays, toutes les démocraties, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les pays européens, l'Australie ou encore le Japon. Nous voulons être sûrs qu'ils comprennent l'importance de Taïwan pour qu'ils nous soutiennent, militairement, financièrement ou autrement. Cet argument permet à Taïwan de s'assurer des soutiens de poids et de déjouer la stratégie d'isolement. Dans les années 70, pour contenir l'influence de l'URSS, le président américain Nixon entame un rapprochement avec la Chine. Mais au même moment, les États-Unis votent une loi, le Taiwan Relations Act, qui assure à Taïwan le soutien de Washington. Reconnaître officiellement Pékin, mais discuter discrètement avec Taipei, c'est le début d'une politique appelée l'ambiguïté stratégique, qui permet notamment aux États-Unis de maintenir une antenne diplomatique dans la capitale taïwanaise. Entre 2009 et 2012, elle était dirigée par William Stanton, un haut fonctionnaire du département d'État américain qui vit toujours à Taipei. On joue sur les mots. Moi, je n'avais pas le titre d'ambassadeur, mais on me considérait comme tel. Je ne m'appelais pas ambassadeur, je n'en avais pas le droit. On ne dit pas l'ambassade américaine à Taïwan, on dit l'Institut américain. Mais dans les faits, c'est comme une ambassade. On ne dit pas le service politique, mais on l'appelle affaires générales. On ne dit pas le service économique, mais le service commercial. Nous avons toujours des officiers américains en exercice ici, mais on ne les laisse pas marcher en uniforme à l'extérieur. Une position ambiguë qui n'empêche pas Washington de vendre des armes à Taïwan. Entre 2009 et 2012, nous avons vendu des armes à Taïwan pour un montant de 13 milliards de dollars. Et depuis, ça n'a fait qu'augmenter. Au cours de l'année 2022, lors d'un voyage à Tokyo, Joe Biden déclare même que les États-Unis pourraient s'engager militairement aux côtés de Taïwan. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. La position de la Maison-Blanche n'a jamais été aussi claire. Un vent nouveau semble souffler sur la diplomatie américaine vis-à-vis de Taïwan. On peut dire que nos inhibitions liées à notre position officielle se sont allégées petit à petit. Par exemple, depuis l'élection de Biden, 8 sénateurs américains ont rendu visite à Taïwan. En août 2022, le soutien de plus en plus affirmé des Américains fait monter les tensions comme jamais auparavant. Alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi met le feu aux poudres. Elle est reçue officiellement à Taipei. Un signe de plus du soutien univoque des Américains envers les Taïwanais. Today, the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan and around the world remains ironclad. Our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan. Dès le lendemain de l'arrivée de la représentante, l'armée chinoise lance une impressionnante campagne de tirs de missiles, dont certains tombent dans les eaux territoriales taïwanaises. Diffusé sur la chaîne gouvernementale, le communiqué officiel accuse les États-Unis de faire monter les tensions. 严重违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，进一步加剧了台海紧张局势升级。美方此举向台独分裂势力释放严重错误信号。
Depuis 1950, les États-Unis jouent un rôle primordial pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Mais depuis une vingtaine d'années, à cause du développement rapide de l'armée chinoise, les Américains ont beaucoup plus de mal à assumer leur rôle de défense. La montée en puissance de la Chine dans la région inquiète, et pas seulement sur un plan diplomatique. En 40 ans, Taïwan est devenu le premier producteur de ce composant, essentiel au fonctionnement de toute la haute technologie. Et c'est cette production industrielle unique que le gouvernement veut actionner comme un levier pour empêcher toute attaque inconsidérée. Taïwan joue un rôle très important dans l'économie mondiale. Nous produisons 60% des puces pour les ordinateurs du monde entier. Et dans le cas des semi-conducteurs de dernière génération, nous en produisons 90%. Des composants minuscules, présents dans les ordinateurs et les téléphones, dans les voitures ou dans les armes. Attaquer Taïwan créerait une crise économique planétaire sans doute bien plus grave que celle créée par la guerre en Ukraine. Premier fournisseur mondial, Taïwan brandit son excellence technologique comme un bouclier pour contrer les ambitions chinoises. Dans ces salles blanches, où la sécurité est aussi contrôlée que la qualité de l'air, des ingénieurs fabriquent ce que le monde entier jalouse. Des galettes de silicium ultra performantes sur lesquelles sont implantés des composants miniatures dont l'épaisseur ne dépasse pas 1/1000 de cheveu. L'excellence technologique de Taïwan dans ce domaine s'est construite au début des années 80. Au milieu des rizières, à 1 heure de Taipei, le gouvernement fait construire un parc directement inspiré de la Silicon Valley. Il y a 50 ans, on ne fabriquait pas de microprocesseurs à Taïwan. Donc, il nous fallait le soutien de pays étrangers. Nous avons cherché des partenaires pour faire des transferts de technologie. Et ça a été le début de cette industrie. Après ça, nous avons pu développer notre propre technologie, recruter des ingénieurs et des équipes de recherche, localement, ici à Taïwan. Aujourd'hui, le parc scientifique de Hsinchu est devenu un écosystème qui permet à Taïwan d'être reconnu dans le monde entier. Les universités forment ici parmi les meilleurs ingénieurs de la planète. Les 400 entreprises de haute technologie qui ont leur siège dans ce parc représentent plus de 10% de l'économie de l'île. Parmi elles, l'entreprise pionnière, devenue le leader mondial des microprocesseurs, TSMC. Je m'appelle Elisabeth Sun. J'ai travaillé en tant que directrice communication de TSMC. Aujourd'hui, quand je me rappelle des 17 ans que j'ai passés là-bas, il n'y avait pas un jour où l'on s'ennuyait. Pas un. D'abord, grâce à un leader remarquable, charismatique, Maurice Chang. Travailler pour lui, c'est à la fois très exigeant et très excitant. Figure emblématique du développement de Taïwan, Maurice Chang est devenu un héros national. L'éclair de génie frappe en 1987. Maurice Chang propose un modèle révolutionnaire, élaborer exclusivement des semi-conducteurs, sans fabriquer de produits finis. Ainsi, TSMC ne fait pas concurrence aux mastodontes de l'électronique. Philips, Sony ou Apple, les clients affluent du monde entier. C'est ce que TSMC a appelé la Trinité des forces. Une technologie de pointe,
l'excellence de la fabrication et la confiance des clients. C'est ça notre recette secrète. TSMC vend aujourd'hui jusqu'à 90% des puces les plus avancées au monde. La planète s'arrache les composants taïwanais. Et ce commerce offre une protection à l'île. Ici, l'industrie des microprocesseurs est appelée... Ça veut dire qu'elle est en quelque sorte le gardien de Taïwan. La réalité, c'est que la technologie du silicium est notre arme de défense la plus importante. La plupart des gens veulent la paix. En chinois, on dit... Ça veut dire, il est préférable de résoudre des conflits que de se faire des ennemis. La mission de TSMC, c'est de fournir l'ensemble de l'industrie des microprocesseurs. C'est notre rôle. Nous n'avons pas vocation à devenir un outil géopolitique. Et je ne crois pas que l'industrie taïwanaise des microprocesseurs doive servir de bouclier. Je pense que le meilleur bouclier qui soit, c'est encore d'éviter la guerre. Éviter un affrontement militaire. Mais la guerre économique, elle, est déjà là. La Chine, superpuissance industrielle, a un talon d'Achille. Elle ne produit pas de semi-conducteurs de haute qualité. En 2021, elle en importe pour plus de 150 milliards de dollars de Taïwan. La deuxième économie mondiale est prête à tout pour récupérer le précieux savoir-faire taïwanais. C'est le constat fait par Marco Ho, un consultant en sécurité qui a travaillé pour les plus grands fabricants de semi-conducteurs. La Chine utilise divers moyens, dont certains peu scrupuleux, pour acquérir la technologie et les cerveaux de Taïwan. Si notre avantage technologique nous est volé, acheté ou saisi, alors nous perdrons complètement notre avantage économique. Donc la sécurité économique est sans aucun doute une question de sécurité nationale. Le contre-espionnage taïwanais a récemment ouvert ce laboratoire. Ici, il débusque les tentatives d'infiltration économique par les sociétés écrans chinoises. Nos enquêtes montrent que jusqu'à présent, plus de 1000 Taïwanais ont été débauchés par des entreprises chinoises. Au total, 20 sites clandestins ont été perquisitionnés, révélant les pratiques illégales des entreprises chinoises à Taïwan. Dernière affaire en date, en novembre 2021. Dans le parc scientifique de Hsinchu, un faux institut de recherche est démantelé. Les intermédiaires chinois approchent maintenant les futurs ingénieurs au sein des universités. Officiellement, sa tâche était d'envoyer des étudiants taïwanais effectuer des stages en Chine pour favoriser la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire. Mais l'Institut devait en réalité permettre aux entreprises chinoises de venir à Taïwan pour y braconner des talents. Piller les ressources. La stratégie chinoise d'affaiblissement de Taïwan connaît aujourd'hui une autre déclinaison, en pleine mer. Des bateaux chinois, militaires comme civils, s'approchent des côtes taïwanaises et font monter la pression. Dans le cas de la mer de Chine orientale, la Chine affirme que cela lui appartient. Elle a commencé à y faire patrouiller ses propres navires. C'est la même chose dans la mer de Chine du Sud. Cela crée d'ailleurs une nervosité chez les Américains, les Australiens, les Japonais et dans l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est. La région est stratégique. Taïwan
est la tête de pont d'un chapelet d'îles qui forment une barrière entre la Chine et l'immensité de l'océan Pacifique. Depuis le Japon au nord, en passant par les Philippines et les îles de la Malaisie au sud. Contrôler Taïwan reviendrait pour la Chine à garantir un accès à une zone qu'elle revendique. Telle une pieuvre, elle resserre son étreinte. Comme Amatsu, un groupement d'îles habitées qui appartient à Taïwan, situé à une dizaine de kilomètres des côtes chinoises. Les patrouilles doivent maintenant sortir en mer plusieurs fois par jour pour repousser les navires chinois. Mais ce qui inquiète le plus les gardes-côtes, les dragues, qui viennent prélever le sable nécessaire aux chantiers de construction en Chine. Leur présence ici pose un problème stratégique. Pour aspirer le sable, les pompes raclent les fonds marins peu profonds et endommagent les câbles de télécommunications qui relient Matsu à l'île de Taïwan. Une présence ressentie comme de l'intimidation. Certains jours, Matsu paraît assiégé. Depuis 2020, ces gardes-côtes ont expulsé près de 1000 dragues chinoises. L'île de Taïwan, que Xi Jinping veut annexer, est avant tout le fruit d'un long combat pour la liberté et la démocratie. Une lutte qui a fait naître sur l'île une identité singulière, irréductible. Cette histoire taïwanaise débute lors du débarquement de Chiang Kai-shek et de ses troupes. Ils imaginent repartir rapidement à l'assaut de la Chine continentale, mais le projet de reconquête est abandonné. En quelques années, 5 millions d'habitants voient arriver 2 millions de continentaux. Ils installent sur l'île une dictature nationaliste qui durera 40 ans. Au pouvoir, Chiang Kai-shek et son parti, le Kuomintang. Sous leur coupe, toutes les influences qui ont fait la richesse de l'île sont effacées. Les racines mélanésiennes, les colons européens, l'occupation japonaise. Le régime opprime même la population issue des migrations chinoises précédentes. C'est l'histoire de la famille de Yuhan. 这个你要看我的这个才知道了，看我的族谱才知道了，不然我怎么知道？罗氏族谱有我的名字吗？有啊。哦，有我的名字了。当然是有啊。所以这本是美浓浓度的，就我们中心啊。哇，眼睛瞎了。这本做的很正式。带他去，你们从哪来呀？爸。广东。他清朝初年移民来台湾啊。 已经有270年、80年了啊。清朝初年移民过来台湾。Présente sur l'île depuis 3 siècles, la famille de Yuhan est Hakka, une ethnie originaire de Chine, pourtant tyrannisée comme les autres pendant la dictature. 革命黨啊，你廣東革命黨，係我就碰下嘅人，你係不是那樣子？ 听得懂吗？那些莫来可以了，你饭啊随便吃没有关系，话不要随便讲，话不要乱讲，饭乱吃没有关系。40 ans d'oppression, de résistance, de lutte pour la liberté. Après que le régime a mis fin à la dictature dans les années 90, la démocratie est devenue l'élément central de l'identité taïwanaise.
elle est aujourd'hui brandie en étendard par la population de l'île, face à une Chine de plus en plus autoritaire. Le pays a trouvé sa porte-parole. Avant d'être nommée ministre en 2016, Audrey Tang était une programmatrice informatique parmi les plus prometteuses d'Asie. Première femme transgenre au gouvernement, elle se voit comme l'un des maillons d'un long processus dont elle est l'héritière. Je préfère parler de démocratisation plutôt que de démocratie à Taïwan. Parce que je crois que pour les gens de ma génération, démocratie, ce n'est pas un nom, mais un verbe. Nos parents, nos grands-parents ont payé cher pour que nous puissions, à notre tour, profiter de la liberté d'expression ou de se rassembler. Je m'appelle Audrey Tang et je suis la ministre du numérique. Mes priorités sont la transparence, l'innovation sociale et la participation des jeunes. Audrey Tang est arrivée en politique grâce à un événement qui a révélé la vivacité de la démocratie taïwanaise. Le mouvement des tournesols. Cette manifestation citoyenne géante a marqué une rupture profonde avec la Chine. Pour la première fois dans l'histoire, 500 000 Taïwanais descendent dans la rue. Parmi eux, majoritairement des étudiants, qui protestent contre l'ingérence de la Chine. En 2014, le Kuomintang est au pouvoir. Le parti fondé par Chiang Kai-shek a bien changé. En 20 ans, il est passé d'adversaire farouche du régime communiste à un parti qui joue la carte du rapprochement avec Pékin. En mars 2014, le Parlement a essayé de faire passer en urgence un accord commercial avec Pékin. Et on a commencé à craindre que les parlementaires ne permettent pas aux citoyens d'en débattre, mais qu'ils tentent de le faire passer d'un seul bloc. C'est alors que des étudiants ont décidé d'occuper le Parlement à la place des députés pour faire ce que les députés auraient dû faire eux-mêmes, à savoir débattre de cet accord. Pendant 3 semaines, les étudiants occupent le Parlement. Le gouvernement abandonne l'accord avec la Chine. Rien ne sera jamais plus comme avant. Le sens de la politique a changé et a mené par exemple au mariage pour tous et à d'autres avancées pour la société qui se sont formées sur cette volonté chez les jeunes de se réinvestir dans l'action politique. Portée par ce nouveau souffle, Tsai Ing-wen devient la première femme présidente de Taïwan. En 2016, elle remporte les élections sur une ligne progressiste qui affranchit Taïwan de la tutelle chinoise. Son programme propose des mesures emblématiques, comme le mariage pour les couples homosexuels ou la reconnaissance des langues autochtones. L'histoire moderne de Taïwan, l'identité taïwanaise, sont entremêlées avec l'idée que les citoyens comptent. Ce sont eux qui décident, qui montrent le chemin. Ça, c'est le Taïwan que je connais. Sur l'île, le sentiment national progresse. Selon un sondage publié en 2022, ils ne sont plus que 5% à souhaiter l'unification avec la Chine. À la suite d'événements historiques, les Taïwanais se sont mis à se considérer de plus en plus différents des Chinois. Maintenant, nous nous sentons Taïwanais, pas Chinois. La génération de Yuan a grandi dans un pays libre et démocratique. Les tensions accrues avec la Chine la mettent face à des questions qu'elle n'avait jamais envisagées. Moi, je crois que si un jour la guerre se déclenche, on sera prêt.
On sera tous prêts à donner notre vie pour défendre notre pays. Tu penses? Oui, oui. Ouais, moi aussi. Parce que c'est la seule maison que nous avons. Ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'on peut tirer une leçon de la guerre en Ukraine. Ouais, je suis d'accord. Dans ma famille, pour mon père et mon grand-père, l'économie, c'est le facteur le plus important. Ils en ont marre de ces questions des deux rives. C'est parce que beaucoup d'entreprises taïwanaises travaillent avec la Chine. Mais pour moi, c'est comme si on se soumettait aux forces du mal. Il faut écouter la Chine pour gagner de l'argent. Ça paraît normal dans le monde où on vit, mais en fait, ça ne l'est pas. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps écouter le patron. On est... Pris en otage? Ouais, c'est ça. En état d'alerte permanent, Taïwan organise chaque année un exercice militaire grandeur nature et teste différents scénarios de défense. Des troupes armées jouent la répétition générale d'un débarquement chinois pendant 3 jours. Des manœuvres censées rassurer la population et dissuader la Chine. Des efforts insuffisants pour l'amiral Li Shimin. Le salut de l'île ne peut se faire qu'à travers la mobilisation de la population civile. Une stratégie de défense qui a jusqu'à présent fait ses preuves en Ukraine. Je pense que le gouvernement devrait accroître le sentiment d'urgence dans la population pour défendre Taïwan. Il faut faire de la pédagogie. La défense de Taïwan, c'est notre devoir à tous, pas seulement celui des soldats. Quand j'étais chef d'état-major, fin 2017, j'ai commencé à promouvoir le concept de défense globale. L'idée était de pousser le gouvernement à mettre en place des forces de défense territoriale. Il s'agit de civils volontaires qui apprennent comment apporter des soins d'urgence et aussi comment se battre. Aujourd'hui, notre génération fait face à son plus grand défi, notre survie nationale. La question que nous nous posons tous, c'est que peut-on faire de plus pour nos proches, pour notre pays? L'engagement de cet ancien des forces spéciales a pris une nouvelle forme. Il a monté une organisation qui enseigne aux citoyens les techniques de secours de première urgence. L'affrontement n'a jamais paru aussi inévitable. Une prise de conscience qui pousse Yuan à se préparer. Nous savons que nous devons avoir une stratégie asymétrique. Cela signifie tirer profit de nos forces et de nos atouts. Si Taïwan est envahi, les combats auront lieu sur notre sol, sur un terrain que nous connaissons, avec une population que l'on peut mobiliser. Depuis l'invasion russe en Ukraine, en février 2022, des stages d'entraînement ont vu le jour sur tout le territoire. À l'est de l'île, cette patrouille est encadrée par 2 anciens parachutistes. Sous l'uniforme, ils sont ingénieurs, chauffeurs de camions ou enseignants. Comme ces volontaires civils, les Taïwanais veulent montrer au monde entier qu'ils ne sont pas prêts à voir leur pays tomber aux mains d'une Chine qui leur est devenue étrangère. Il faut pouvoir faire appel à des jeunes volontaires pour les préparer aux conditions de la guérilla.
Par exemple, on leur apprend à se servir de systèmes d'armement portables, comme les lance-missiles Javelin ou Stinger, ou encore des micro-drones. Et on les entraîne au combat. Après des années d'errance, Taïwan semble enfin savoir qui elle est. Libre, fière. Une nation assumée, qui entend maintenant présider à son propre destin. Si l'on regarde les Ukrainiens, ils se battent partout. Les Ukrainiens courageux, que ce soit à Kiev, dans les autres villes ou à la campagne. Les civils prennent les armes et se battent contre les Russes. Et je pense que pour nous, c'est une inspiration. Si vous ne voulez pas vous défendre, restez à l'écart. Si vous êtes de ceux qui préfèrent être taïwanais ou que vous voulez vous défendre, alors levez-vous. Ne restez pas assis à attendre. Nous voulons dire aux Chinois que s'ils veulent nous attaquer, que ce soit dans 2, dans 5 ou dans 10 ans, Taïwan sera toujours prête.